L'idée là, c'était vraiment d'essayer de saisir la petitesse et la multitude à la fois. Et le flou, comment l'individu s'efface face à la foule à un certain moment. Bonjour Annabelle. Bonjour. Alors on va poursuivre la danse qui a été entamée au cours des précédents numéros pour parler de ton article qui traite de l'élevage des vers à soie. Et j'avais une première question qui concernait le titre, c'est-à-dire qu'il comporte le mot sensibilité. Je voulais savoir de quelle sensibilité il s'agissait. Alors, en fait, quand on parle d'élevage des vers à soie, souvent on parle de technique, technique avec des animaux. Mais on oublie souvent que ce sont des êtres sensibles et qu'on peut, avec des sens, qu'on peut les aborder par le biais de nos relations sensorielles avec eux et leurs relations eux-mêmes avec leur environnement. Donc par le biais de l'odorat, de la vue, du toucher, principalement, mais aussi des autres sens. Et donc l'idée, c'était d'aborder cette question de l'élevage des vers à soie aussi sur ces questions de technique, du sensible et des rapports sensibles qu'on engage avec ces animaux qui, a priori, n'ont rien à voir avec nous, êtres humains. Alors on n'en a pas tout à fait fini avec le titre, parce que le titre exact, c'est « Quand la vie ne tient qu'à un soupçon de sensibilité ». Or, la première image qui ouvre, avant même le titre, ton article, présente en fait une assiette qui contient des feuilles de salade, parsemées de chenilles ou de vers, et dont l'un est saisi avec des baguettes. Or, quand la vie ne tient qu'à un soupçon de sensibilité, évidemment on pense à un soupçon de sel, et on se demande si c'est fait exprès ou pas. Alors, bon, pas du tout. La cuisine n'a pas été, envisagée, donc je trouve ça assez rigolo comme remarque. L'idée, c'était plutôt le soupçon entre l'idée de vie et de mort, puisque finalement le ver à soie est un être complètement domestiqué, et notamment le bombix dont il est question dans cet article. Et donc c'est un ver qui est une chenille qui est considérée comme ne pouvant exister à l'état naturel. Et donc l'être humain le manipule complètement et manipule donc à la fois sa vie, les possibilités de son existence et sa mort. Et donc cette image où il est pris entre baguettes montre que à la fois combien son fil de vie est ténu, puisque une baguette, vous savez très bien, quand on essaye de saisir un grain de riz, combien c'est difficile d'en saisir qu'un seul, et combien il peut être comme ça écrasé assez facilement. Donc sa vie tient au fil de la sensibilité du manipulateur derrière les baguettes. Et donc voilà, donc l'idée c'était plutôt ça, de montrer que les humains qui ont en charge et qui s'occupent de ces chenilles et de ces vers à soie ont besoin de développer des techniques de sensibilité qui se mettent à l'échelle de leur caractère morphologique et physiologique. Et donc faire preuve de douceur, de tempérance et d'autres qualités qu'ils n'ont pas a priori dans leur vie quotidienne, et qu'ils développent expressément dans leur contact avec ces animaux. Je voulais revenir sur cette question des individus, parce que dans l'article, on utilise ce terme pour désigner les vers à soie. Donc il y a une certaine anthropomorphisation, comme on peut le noter, mais en même temps, l'anthropomorphisation parfois bascule. Et d'individus, les vers à soie deviennent des ogres, avec un appétit vorace, presque monstrueux. Alors l'image du monstrueux par rapport à la chenille, elle est aussi vernaculaire, c'est-à-dire qu'il y a cette ambivalence sur adoration et dégoût par rapport à cet animal à métamorphose, donc qui connaît quand même vraiment des métamorphoses radicales et qui interroge en fait les humains qui les élèvent. Le monstrueux, on l'a dans les représentations, par exemple, du ver à soie, puisque, par exemple, pour ceux qui connaissent la culture pop japonaise, on a Mozilla et on a Mothra, qui est l'équivalent chenille, en fait, de Mozilla, donc, vous voyez, un peu avec des échelles, alors là, gigantesques, et une individualisation du ver à soie et du monstre. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, dans les discours des gens avec lesquels j'ai travaillé, il y a une forme d'anthropomorphisation
puisque eux-mêmes leur attribuent un certain nombre de qualités qui sont associées généralement aux humains. Par exemple, le fait qu'ils sont très industrieux, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils mangent beaucoup, qu'ils dorment, qu'ils se reposent, qu'ils surveillent. Par exemple, il y a des moments où les sériciculteurs, donc les éleveurs de vers à soie, estiment que les vers les surveillent parce qu'ils suivent du regard. Donc il y a une pression sur l'humain, on voit. Et donc il y a tout le danger des foules qui a été déjà traité en sociologie finalement. Voilà. Sachant que sur les insectes, sur les animaux en général, mais les insectes en particulier, on a très peu accès à leur individualité, à l'individu, et on fait très peu de portraits, par exemple, d'insectes. Donc, ce qui m'intéresserait pour le futur aussi, c'est peut-être de traiter ces questions-là. C'est comment faire le portrait d'un... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est intéressant? Vers où ça pourrait nous mener de les traiter un peu dans leur individualité propre? Est-ce que ça fait sens ou pas? J'ai hâte de voir les portraits des mondes infimes alors. Merci. Mais merci à vous.